Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un scandale dans le sport. Une affaire judiciaire et people qui a tenu l'Amérique en haleine en 1994 et qui n'a jamais vraiment cessé de fasciner. Le 6 janvier de cette année-là, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Lillehammer, Nancy Kerrigan, star du patinage américain, est agressée à coups de barre de fer à la fin d'un entraînement. Les images de la championne hurlante, en larmes, font le tour du monde. Très vite, les enquêteurs découvrent que c'est l'entourage d'une autre patineuse, concurrente directe de Kerrigan, qui a planifié l'attaque, Tonya Harding. Et tous les ingrédients sont réunis pour une saga retentissante. Une rivalité féminine dans un monde de sueur et de paillettes, une méchante issue de la pauvreté, jugée vulgaire, forcément vénale et prête à tout, Tonya Harding, et puis une gentille, victime, propre sur elle et adorée du public, Nancy Kerrigan. Et au milieu, des dollars et des gros bras. Alors, Tonya Harding a-t-elle commandité elle-même l'agression de Kerrigan ? La justice n'a jamais pu répondre à cette question, pourtant fondamentale. Et forcément, tout le monde a son avis sur la question. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Péchala, ancienne patineuse, 2 fois médaillée de bronze aux championnats du monde, 2 fois championne d'Europe, 5 fois championne de France et première femme élue à la tête de la Fédération française des sports de glace en 2020. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 12 février 1994, Lillehammer, Norvège, premier jour des Jeux Olympiques d'hiver. La patineuse américaine Nancy Kerrigan se présente devant une nuée de journalistes pour une courte conférence de presse. Les questions sur ses chances de médaille, sa fierté de représenter les États-Unis ou les charmes de la Norvège sont vite balayées. Non, ce que la presse, toute la presse veut savoir, c'est dans quel état d'esprit elle se trouve. Comment se sent-elle à l'idée de revoir sa compatriote rivale, Tonya Harding ? Eh bien, l'athlète se résout à répondre, visiblement mal à l'aise, et fait vite une diversion. Je ne sais pas comment je vais me sentir quand je vais la voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. C'est personnel, je crois. C'est entre elle et moi. Je ne pense pas qu'il faille être désolé pour moi. Je vais bien, mes genoux aussi, je suis tout à fait capable d'être performante. Voilà 6 semaines que le monde ne parle que des 2 patineuses et de l'affaire Harding-Kerrigan. Et autant de temps qu'elles ne se sont pas croisées. Tonya Harding n'arrive que quelques jours plus tard, en effet. Et le moment tant attendu, tant redouté, va inévitablement se produire, et ce sera sur la patinoire. Car c'est la règle, depuis 1896 et Pierre de Coubertin, les athlètes d'un même pays sont tenus de s'entraîner ensemble. Et le comité olympique n'a pas du tout l'intention de faire une exception. Le 17 février, lorsque Kerrigan et Harding chaussent les patins et s'élancent sur la glace, c'est sous le crépitement des flashs et l'œil inquisiteur de plus de 50 télés, à l'affût d'un signe d'humeur, d'une petite phrase qui validerait un bon titre pour les journaux genre « Retrouvailles glaciales sur la patinoire ». Voire, et ce serait mieux encore, un coup d'éclat, un règlement de compte. Mais rien de tout cela ne se produit. Non, pendant près de 2 heures, les 2 patineuses s'ignorent, pas un regard. Harding s'appliquera à ne présenter que son dos à Kerrigan, et réciproquement. Mais les journalistes massés dans les gradins remarquent tout de même un détail. Le juste au corps blanc de Kerrigan. C'est le même que celui qu'elle portait le jour où ce grand cirque médiatique a commencé, le jour de son agression. Difficile de ne pas y voir un signe de défi. Tout s'est passé 6 semaines plus tôt, le 6 janvier de cette même année 1994, à la Cobo Arena de Detroit, ou Détroit, ville où doivent se tenir les championnats américains de patinage. Une épreuve particulièrement importante pour les meilleurs. Et puis, en cette année olympique, la compétition fait office de sélection pour les Jeux de Lillehammer qui arrivent à grands pas. Seule la championne des États-Unis et sa dauphine gagneront leur billet pour la Norvège. Ce jour-là donc, Nancy Kerrigan, la grande favorite de la compétition et meilleure chance de médaille aux Jeux, vient de finir son entraînement.
Elle sort de la glace, suivie par un caméraman, remet ses protège-lames et disparaît derrière un large rideau pour rejoindre les vestiaires. Mais soudainement, des cris stridents. I don't know, some hard black stick. Something really, really hard. Help me. Assise par terre, Kerrigan apparaît en pleurs, le visage déformé par l'incrédulité et la douleur. Un homme vient de la frapper avec une matraque métallique à la cuisse droite, juste au-dessus du genou, sur sa jambe d'appui. Son staff se précipite à son secours. Pour elle, les championnats nationaux, c'est fini. L'agresseur, lui, s'est évanoui dans la nature. Brièvement pris en chasse, il parvient à quitter les lieux en brisant une porte vitrée. Spectaculaire, jusqu'au bout. Le mec est sorti, c'est un mec blanc, grand avec une veste en cuir. Ouais, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est grand, blanc, et qu'il porte une veste en cuir. Le FBI s'empare immédiatement de l'affaire. Un portrait robot du malfaiteur est réalisé grâce à quelques témoignages, ceux qui l'ont vu s'enfuir. Mais au fait, pourquoi cette agression ? Les enquêteurs se posent la même question que la patineuse. Qui peut bien en vouloir à la jeune athlète ? A-t-on affaire à un maniaque, à un amoureux frustré ? Ou à un revanchard, supporter d'une rivale, comme dans la récente agression de Monica Seles ? 8 mois auparavant, effectivement, la joueuse de tennis a été poignardée sur le court par un fan de Steffi Graf, prêt à tout pour favoriser son idole. Abby Scott-Vold, alors l'un des 2 entraîneurs de Kerrigan, a tout de suite sa petite idée. Comme il le raconte en 2014, comme elle la raconte, Marie Scott-Ford, son épouse. Je me souviens être rentrée à l'hôtel avec Evie. Il neigeait. Une si belle nuit alors que cette chose horrible venait de se produire. Et alors qu'on rentrait, Evie s'est tournée vers moi et m'a dit « Tonya Harding a quelque chose à voir avec ça ». Je me suis retournée et j'ai dit « T'es sérieux ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il m'a répondu « Je le sais, c'est tout ». Tonya est la seule qui a quelque chose à y gagner, estime le coach. C'est vrai que ce sont de grandes rivales, comparées en permanence, et que tout oppose. À ma droite, Tonya Harding, la blonde. Les faits ne se sont pas penchés sur son berceau, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle naît en 1970 à Portland, en Oregon, d'une mère serveuse et de son 5e mari, camionneur de profession, quand il n'est pas au chômage. La famille tire le diable par la queue et déménage sans cesse, parfois dans des mobil-homes. L'enfance de la petite Tonya est particulièrement instable, mais elle a un don. À 3 ans, haute comme 3 pommes, elle patine déjà divinement. Et elle adore ça. Sa mère, Lavona Golden, se saigne pour qu'elle puisse prendre des cours de patinage, mais exige en retour l'excellence. Elle n'a pas de mots assez durs contre sa fille lorsqu'elle la juge pas assez performante, quand ce ne sont pas les coups qui pleuvent. Pourtant, en grandissant, le patinage devient l'oxygène de Harding. Mon sanctuaire, dit-elle. Je poussais la porte de la patinoire et je laissais les problèmes derrière moi. Tonya a la rage de vaincre. Elle le sait, les patins vont l'extirper de sa condition sociale. Et le travail paye. Puissante sur la glace, elle fait preuve de compétences techniques exceptionnelles. Mais elle détonne dans le monde policé du patinage. Tout en muscles, mal coiffée, mal fagotée. Elle doit coudre elle-même ses tenues, faute de pouvoir les acheter. Tonya Harding est bien loin de l'image de la féminité attendue par les juges, pour lesquels l'apparence compte autant que la performance. Et puis il y a les musiques qu'elle choisit pour ses prestations plus ZZ Top que la désigne. Tonya, c'est un petit barracuda, résume son coach, Dolly Tichman, au début des années 90. Un petit barracuda qui n'hésite pas à mordre quand on lui reproche son manque d'allure. Elle se souvient en 2014 d'un accrochage avec un membre du jury. Il y a eu cette année où j'ai porté une tenue rose vif que j'avais faite moi-même. Je veux dire, c'était très joli. Un des juges est venu me voir après et m'a dit « Vous savez quoi ? Si vous portez encore quelque chose comme ça à un championnat américain, vous n'en ferez plus jamais. » Je les ai envoyés se faire voir. J'ai dit « Vous savez quoi ? Si vous pouvez me trouver $5,000 pour une tenue, alors je n'aurai plus à en fabriquer. Mais en attendant, ne vous mêlez pas de ça. » Je me suis retournée et je suis partie.
En dehors de la glace, l'image de Tonya Harding souffre également de son côté garçon manqué. Une notion aujourd'hui dépassée, mais pas à l'époque. Elle est certainement la seule patineuse de circuit à fumer cigarette sur cigarette alors qu'elle est asthmatique, à jouer au billard et à savoir changer une courroie de transmission. Comme un homme. Et alors ? Mais ça ne plaît pas aux juges. Les juges qui ont beau prendre Tonya Harding de haut, ils doivent bien reconnaître quand même qu'ils ont affaire à une athlète d'exception. Et, de fait, la consécration arrive en 1991 à Minneapolis, aux championnats nationaux où elle réalise un exploit. Elle est deuxième après le programme original. Elle est âgée de 20 ans, originaire de Portland, en Oregon, et elle a terminé 7e aux championnats nationaux l'année dernière. C'est une patineuse très puissante. Elle est toute petite, mais grande puissance, grande vitesse, grande capacité athlétique. Et la question maintenant, c'est de savoir si elle deviendra la première américaine à tenter et à réussir un triple axel. On va le savoir, qu'elle le tente ou non. Wow! Formidable! Première en Amérique. Seule Midori Ito avait réussi un triple axel en compétition. C'est génial! Elle a déjà un peu écrit l'histoire et il lui reste 3 minutes de programme. Tonya Harding. Good girl. Elle n'a pas dû entendre ça très souvent, Tonya Harding. En tout cas, elle n'est pas très loin du sommet. Mais la pente qui l'attend est descendante. Parce que sa vie est toujours aussi foutraque. Mariée depuis ses 19 ans avec un jeune homme qu'elle a rencontré lorsqu'elle en avait à peine 15, Jeff Giloli, Tonya a troqué sa mère tyrannique contre un mari violent. Ses performances, les mois et les années qui suivent en pâtissent forcément. Et elle prend du poids. Résultat, c'est sur les fesses que se finissent ses tentatives de triple axel. Et ça ne peut pas tomber plus mal. Car une autre patineuse est-elle en pleine ascension. C'est la brune Nancy Kerrigan. Aux Jeux Olympiques d'Albertville, en 1992, elle a décroché la médaille de bronze, laissant Tonya Harding au pied du podium, à la 4e place. D'autant plus dur à avaler pour cette dernière que Kerrigan est à peu près tout ce qu'elle n'est pas. De longs cheveux bruns sagement attachés, un sourire ultra bright, un port altier, une allure très Nouvelle-Angleterre et une beauté qui lui vaut d'être comparée à Katharine Hepburn. Nancy Kerrigan est aussi grande et élancée que Tonya Harding est petite et musclée. Et puis sur la glace, elle semble glisser sans effort, comme touchée par la grâce. Un joli signe en somme, aux côtés duquel Harding, qui elle fait figure de vilain petit canard, est malheureuse. Et les juges adorent Nancy. C'est une dame charmante, elle est élevée avec des valeurs, cela se voit, confie un arbitre olympique au journal The Washington Post. Nancy a l'air d'être riche, déclara un journaliste du Boston Globe, manifestement plus séduit par l'argent que par le sport. Mais sauf qu'il a tout faux. Parce que les Kerrigan, originaires de Boston, forment certes une famille aimante, stable, mais chez qui on s'est toujours serré la ceinture. La mère est au foyer, le père soudeur cumule 3 jobs pour payer les cours de patinage de la petite Nancy. Certes, mais tout a changé. De plus en plus bankable, Nancy est désormais le visage de marques comme les soupes Campbell, Northwest Airlines ou le Reebok. 1994 sera son année, c'est comme si c'était écrit. À l'approche de son triomphe annoncé au jeu, son agent discute du nombre de zéros sur les contrats avec les sponsors qui se bousculent. Alors que le téléphone de Harding, lui, ne sonne pas. Alors quand Nancy Kerrigan est mise hors course après sa violente agression, sa rivale prend de nouveau toute la lumière. Et dès le lendemain, elle est sacrée championne des États-Unis dans un fauteuil. Elle brille sous les yeux de Kerrigan, qui assiste à son triomphe depuis les tribunes. Mais repêchée par le comité olympique, elle pourra se rendre malgré tout à Lillehammer. Même Harding, dans un élan de fair-play auquel elle n'avait habitué personne, se félicite de la sélection de sa rivale. Mieux, elle a hâte de l'affronter au jeu, comme elle l'explique à la forêt de journalistes venus l'accueillir à l'aéroport de Portland. Elle peut alors l'affirmer comme une évidence. Bien sûr qu'elle n'a rien à voir dans l'agression de Nancy Kerrigan.
Je suis vraiment heureuse, mais ce ne sera pas une vraie couronne tant que je n'aurai pas concouru contre Nancy. Et ce sera aux Jeux Olympiques. Et laissez-moi vous dire que je vais lui botter les fesses. Oui, j'ai parlé au FBI, je vais dire pourquoi pas, je n'ai rien à cacher. Exactement. Donc vous leur avez parlé et vous vous sentez bien après cette conversation? Je veux dire oui, ils ont parlé à tout le monde et ils font, voyons, une enquête approfondie pour essayer de trouver l'homme qui a fait ça. Pourtant, pour Tonya Harding, le vent s'apprête à tourner. Anne Schartz est journaliste pour KGW, une chaîne de télévision locale à Portland. Quelques jours à peine après le début de l'affaire Kerrigan, elle reçoit une curieuse lettre à la rédaction. Elle en témoigne 20 ans plus tard. Je suis à la rédaction et une lettre arrive. Je l'ouvre. C'est la lettre la plus bizarre que j'ai jamais vue. Une lettre qui implique Tonya, Jeff Gillooly et son garde du corps dans l'agression de Nancy Kerrigan. Et je pense que ça pourrait être le début de quelque chose de vraiment fou. Parce que ça dit qu'ils ont échafaudé le plan. Les accusations de ce corbeau font l'effet d'une bombe. Tonya Harding, invitée par Anne Schartz à venir répondre de ces accusations à la télé, le répète. Elle a la conscience parfaitement tranquille. Elle n'est au courant de rien. Quelqu'un dans sa propre ville, Portland, cherche à la discréditer, pense-t-elle. Et il se trouve que le garde du corps de Harding est dans le viseur du FBI. Il faut dire que ce type est médecin. Depuis plusieurs jours, Sean Eckhart, c'est son nom, parle à tort et à travers. Il n'a pas pu s'empêcher de se vanter auprès de plusieurs membres de son entourage d'avoir organisé l'agression de Nancy Kerrigan. Eckhart, 26 ans, 160 kilos, est un ami de toujours de Gillooly, le désormais ex-mari de Tonya Harding, mais avec qui elle vit toujours. C'est lui qui a convaincu sa femme d'engager Eckhart. Il prétend diriger une société pompeusement baptisée World's Bodyguard et s'est inventé un passif d'expert en contre-terrorisme international. Tout un programme. En fait, les agents du FBI tombent sur un loser professionnel, fan de Star Trek, qui vit toujours chez ses parents. Et ils ne vont pas avoir beaucoup de mal à faire passer aux aveux cet homme immature, ni à le faire dénoncer ses complices. John King, l'un d'entre eux, présent ce jour-là, raconte l'interrogatoire en 2014. On est donc allé interroger Sean ce soir-là. Ça s'est transformé en un interrogatoire plutôt long. C'était un menteur, disons, prolifique. Je l'empêchais de digresser, et quand Sean a réalisé qu'il risquait des sanctions assez graves, il a tout balancé. Nous avons obtenu une déclaration signée de sa part qui détaillait le complot et nommait les personnes impliquées. Nous avions appris que Jeff Gillooly avait approché Sean pour qu'il fasse quelque chose à Nancy Kerrigan afin de l'écarter de la sélection pour l'équipe olympique américaine. Et puis Sean a engagé 2 hommes. Ils étaient, je cite, l'équipe de choc. En prononçant les mots équipe de choc, John King, comme beaucoup de gens, mime des guillemets avec ses doigts de façon ridicule et lève les yeux au ciel. Car c'est plutôt à une bande de pieds nickelés que le FBI a affaire. Sean Eckhart est le premier à être arrêté. Il est rapidement rejoint par l'agresseur présumé ainsi que le chauffeur qui lui aurait permis de quitter la patinoire de Détroit. Mais le suspect le plus proche de la patineuse, Tonya Harding, c'est son propre mari, Jeff Gillooly, qui serait le commanditaire de ce coup fourré. Son idée de mettre Kerrigan hors jeu avant les JO remonte en vérité à décembre 93. Il sollicite alors Sean Eckhart, qui évoque l'idée d'assassiner la patineuse. Purement et simplement. Option écartée, d'autant que le budget alloué au travail est un peu chiche. Avec $2000 en poche, les 2 cerveaux, enfin si je puis dire, doivent vite oublier les services d'un tueur à gages. Donc, ce sera un haltérophile de 22 ans, petit délinquant mais vrai bras cassé, qui sera chargé d'amocher la jambe de Nancy Kerrigan. L'individu s'embarque alors pour Boston avec une matraque télescopique dans ses bagages. Raté, il manque Kerrigan 2 fois. Une première parce qu'elle s'est rendue chez ses parents pour les fêtes, une seconde parce qu'elle est déjà partie disputer les championnats nationaux à Détroit. La suite de la mission de l'homme de main s'enfonce alors dans l'amateurisme et le ridicule. Il gagne laborieusement la grande ville du Michigan au terme d'un voyage en bus de plus de 20 heures et réserve des hôtels sous son vrai nom.
Autrement dit, il laisse des traces partout. Et une fois la sale besogne accomplie, il se terre à son hôtel où le FBI n'a plus qu'à le cueillir. Ainsi, le 19 janvier 1994, Jeff Gillolly, le commanditaire, se rend de lui-même à la justice après qu'un mandat d'arrêt a été émis. La bande de malfrats soudoués étant sous les verrous, l'étau se resserre autour de Tonya Harding. Et la question est désormais sur toutes les lèvres. Était-elle dans le coup? Savait-elle ce qui se tramait? Oui, affirme désormais son ex-mari. À moins qu'incriminer Harding soit un moyen pour lui d'obtenir une remise de peine. Mais enfin, son ancien garde du corps et l'agresseur sont sur la même ligne. Oui, la patineuse a donné son feu vert. Les gros bras de mi-cerveau n'ont visiblement aucune envie de plonger seul. Des éléments concrets semblent par ailleurs incriminer la patineuse. Selon les dires de son ex-mari, c'est elle qui a obtenu l'adresse de la patinoire où s'entraînait Kerrigan. Comment? En appelant une journaliste, une certaine Vera Merano. Questionnée par le FBI, celle-ci confirme. Mais Harding, le petit barracuda, serre les dents et n'avoue pas, alors même que la presse la harcèle et campe devant chez elle. Sa seule concession intervient le 27 janvier 1994, jour où elle admet lors d'une conférence de presse avoir eu vent effectivement d'un complot contre Kerrigan, mais seulement après les faits. Je voudrais commencer par dire à quel point je suis désolée de ce qui est arrivé à Nancy Kerrigan. Je suis embarrassée et j'ai honte de penser que quelqu'un de mon entourage puisse être impliqué. Je n'avais aucune connaissance préalable de l'agression planifiée contre Nancy Kerrigan. Je suis cependant responsable de ne pas avoir... Excusez-moi. De ne pas avoir signalé des choses que j'ai apprises à propos de l'agression à mon retour des championnats nationaux. Beaucoup d'entre vous seront incapables de me pardonner pour ça. Il sera difficile de me pardonner moi-même. L'image de Tonya Harding est plus désastreuse que jamais. Mais elle s'accroche à son rêve olympique et n'a aucune intention de louper Lillehammer. Décrocher le titre suprême pour elle vaut de l'or, et bien plus que celui qui recouvre la breloque. Car ce serait enfin accéder aux sponsors et aux dollars. D'ailleurs, elle l'a dit le plus naturellement du monde devant les journalistes, sitôt son titre national décroché à Détroit. Tout ce à quoi je pense, honnêtement, ce sont les billets verts. Classe. Le comité olympique américain, lui, est gêné aux entournures, bien sûr. Il envisage un temps une exclusion, mais la patineuse s'est octroyé les services d'un avocat de Portland et réclame 20 millions de dollars au comité si elle n'est pas sélectionnée au jeu. De quoi pousser au compromis. Le 12 février 1994, le comité olympique décide d'annuler l'audience qui devait statuer sur son cas. Harding participera au jeu et y retrouvera donc Nancy Kerrigan, dont la blessure finalement peu grave n'a pas entravé les projets olympiques. Mais pour Harding, les jeux commencent mal. À l'issue d'un programme court médiocre, elle est classée 10e. Il reste le programme libre. Il est 21h en ce 25 février 1994 et l'annonce habituelle se fait entendre. On the ice, Tonya Harding, USA. Bien. Mais les secondes passent et le rideau ne s'ouvre pas. Alors là, nous ignorons tout à fait ce qui est en train de se passer. Tonya Harding ne se présente pour l'instant pas sur la glace. Ça, je dois dire à Nick que c'est une des toutes premières fois que nous assistons à pareille sensation. Décidément, comme vous le disiez, Patrick, l'événement est sur France Télévisions ce soir. Je crois que cela fait maintenant plus de 2 ans, ma chère Annick, que nous commentons ensemble ces exhibitions de patinage et que ce soit dans les galas ou encore moins dans les compétitions, une patineuse doit se présenter et surtout ce qui est important, c'est qu'elle doit se présenter dans un délai de 2 minutes impérativement. Après avoir été appelée, déjà 1 minute et 10 secondes se sont écoulées. Il y a manifestement un problème de patin. Finalement, Harding débouline extrémement sur la glace, respire à la va-vite une bouffée de son médicament contre l'asthme, reprend tant bien que mal ses esprits et entame son programme sur le thème de Jurassic Park. Elle tente un triple Lutz, échec cuisant. Mais au lieu de se reprendre et d'afficher un sourire forcé dont les patineuses ont le secret, elle commence à pleurnicher. Stupeur. Elle, la dure à cuire de Portland, toujours bravache, elle pleure.
mais son caractère bien trempé refait vite surface. Elle se dirige alors vers le président du jury et exhibe ses lacets sectionnés. Magnanime, les juges l'autorisent à présenter son programme une trentaine de minutes plus tard, mais rien n'y fait. Classée 8e à l'issue de l'épreuve, Harding dit adieu à ses rêves de médaille. Ironie du sort, Nancy Kerrigan, pourtant en forme olympique et au sommet de son élégance, voit aussi l'heure lui échapper. Et c'est finalement Oksana Bayoul, jeune Ukrainienne de 17 ans, qui rafle la mise. La suite des événements pour Tonya Harding n'est qu'une descente aux enfers. Toujours dans le collimateur de la justice, elle est condamnée en mars 1994 par un tribunal de Portland à $100 000 d'amende et 3 ans de mise à l'épreuve pour entrave à la justice. Un jugement qui éteint l'enquête criminelle. En plaidant coupable, Tonya Harding évite ainsi une enquête approfondie pour vérifier les affirmations de Jeff Gilloli, son ex-mari, qui l'accuse d'avoir été informé des plans d'agression contre Nancy Kerrigan. En juin, elle est exclue à vie de la Fédération américaine de patinage, une condamnation à mort symbolique pour celle qui a tout sacrifié à cette discipline. Pour payer son amende et continuer à vivoter, elle vend une sextape, se met au catch et tourne même dans un film d'action passé complètement inaperçu. Inlassablement, dans plusieurs émissions de télé, elle continue de se justifier sur l'affaire Kerrigan et s'échine à convaincre de son innocence tous ceux qui de toute façon ne veulent pas l'être. Rideau sur Harding, de profondis. Et la gentille de l'histoire alors, Nancy Kerrigan, eh bien, la gentille, elle se retire petit à petit des projecteurs pour se consacrer à sa vie de famille avec son manager qu'elle a fini par épouser. Et quand elle réapparaît, c'est pour participer par exemple à Danse avec les stars, où sa grâce naturelle fait encore merveille en éternelle petite fiancée de l'Amérique. Et quand elle répond aux inévitables questions sur Harding, c'est avec un mélange d'indifférence et de lassitude, comme ici en 2017. Avez-vous l'impression qu'il y a eu des excuses? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu, je ne sais pas, des remords? Je ne sais pas, nous avons parlé. Nous étions ensemble à un événement 4 ans après mon agression, mais on ne s'est pas vraiment parlé. C'était très gênant et étrange. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir reçu d'excuses? Pas directement. Ça n'a pas d'importance à ce stade. En 2018, sort sur les écrans de cinéma Moi, Tonya, farce tragicomique sur l'affaire avec l'actrice australienne Margot Robbie dans Les Patins de Harding. Un film qui s'emploie à redorer le blason du vilain petit canard de Portland. L'occasion pour la vraie Tonya Harding de fouler les tapis rouges et d'être de nouveau dans la lumière. C'est aussi cette année-là qu'elle change encore de version et finit par admettre qu'elle avait entendu des choses, oui, des gens parlaient avant l'agression de Kerrigan. Mais son aveu le plus sincère, c'est peut-être auprès du New York Times qu'elle le fera. Elle dit « Pour une fille comme moi, la jouer gentille et en fonction des règles ne m'aurait mené nulle part. Si j'avais réussi, on aurait dit que j'étais l'incarnation du rêve américain. Maintenant, je suis juste l'incarnation de l'américain tout court. » Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Harding-Kerrigan. Notre invitée, Nathalie Péchala. Bonjour. Bonjour. Vous avez été danseuse sur glace avec votre partenaire Fabien Bourza, 2 fois médaillée de bronze au championnat du monde, 2 fois championne d'Europe, 5 fois championne de France. Vous avez participé 3 fois au JO. Et puis, vous avez été la première femme élue à la tête de la Fédération française des sports de glace. C'était en 2020. Alors, si mes calculs sont bons, en 1994, vous aviez 11 ans. C'est ça. Bien. Quel souvenir gardez-vous de cette affaire, si tant est que vous en gardiez un souvenir au moment où vous aviez 11 ans? Mais j'imagine que vous regardiez déjà à la télé le patinage à 11 ans. Oui, bien sûr. Je suivais activement, oui. Surtout avec les Jeux de 92 qui ont eu lieu à Albertville, en France. Et c'est vrai que j'ai un souvenir que ça animait beaucoup les conversations chez les adultes, à commencer par mes parents. C'est vrai que moi, du haut de mes 11 ans, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait en arriver à vouloir éliminer une concurrente pour espérer gagner, parce que j'étais dans le plaisir, j'étais dans le jeu, donc j'avais un regard d'enfant. Ceci dit, avec le temps, avec l'expérience, j'arrive à comprendre qu'en France, le sport est surtout vu comme un hobby, ce qui n'est absolument pas le cas ni en Russie, ni aux États-Unis. J'ai eu la chance de m'entraîner dans ces 2 pays et donc de voir que, effectivement, les enjeux sont plus forts. Exactement, ce sont des mondes complètement différents.
Donc forcément, une affaire comme celle-là aux États-Unis, cela dit, est-ce que ça aurait pu arriver en France déjà ? Globalement, tout peut arriver, mais est-ce que ça correspond à la mentalité ? Pas forcément. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes objectifs. On parlait d'enjeux tout à l'heure. On n'a pas forcément les mêmes moyens non plus. Mais oui, j'allais presque dire une dinguerie, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel milieu. Puisqu'on a parlé des parents, de la famille de Harding et de Kerrigan, comment les parents les ont encouragé ces deux jeunes filles à devenir des championnes, avec parfois des méthodes un peu bizarres. Vous, dans votre famille, vous étiez soutenus, ce sont des sportifs, comment ça se passe ? Absolument pas sportif, soutenu mais pas poussé. C'était mon univers. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me mettaient surtout la pression sur l'éducation. Et le sport, pour moi, c'était comme une récompense. Si ça n'allait pas à l'école, le sport s'arrêtait, donc je faisais ce qu'il fallait pour que ça puisse continuer. Aux États-Unis, on a l'impression qu'il y a une question de vie ou de mort. Pour les patineuses, si tu n'y arrives pas, tu seras dans une forme de mort. On a l'impression qu'il y a cette implication-là. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose du côté de la Russie. C'est-à-dire que les sportifs misent beaucoup sur leur réussite parce que c'est un moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Et vous le disiez tout à l'heure, de sortir aussi de leurs conditions sociales. C'est vu le sport comme un investissement sur du long terme, un investissement en temps, en argent. Faut comprendre qu'aux États-Unis, et on le voit très bien dans le film Moi, Tonya, la maman est très présente. Elle monte même sur la glace, alors ce qui n'est pas forcément le cas. Mais le coach, ça coûte à peu près $100 de l'heure. À côté de ça, il paye la glace. Nous, on a de la chance en France. C'est un monde associatif et mine de rien, l'accès au sport est assez facilité. Aux États-Unis, vu que ça coûte très cher, les parents s'improvisent entraîneurs et mettent beaucoup de pression sur leur enfant. Vous l'avez très bien raconté d'ailleurs. Avec des mots très durs, avec, j'allais dire, le bâton plus que la carotte. Et finalement, faut absolument... C'est une éducation, c'est-à-dire que la pauvre petite Tonya, faut pas non plus se méprendre, mais elle a été dans cette spirale-là depuis l'enfance. Pour elle, c'est normal d'être brutale, d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir réussir. Alors que quelqu'un de sensé, d'éduqué, non. En fait, il va lire les règles du jeu et il va les respecter. C'est tout l'enjeu, normalement, du sport. Après, on s'émancipe. On est une jeune fille, on est sous la coupe des parents, on devient championne, on s'émancipe. Dans d'autres sports, comme le football, par exemple, on connaît des footballeurs dont les agents, souvent la mère d'ailleurs, sont les agents. Et s'immiscent comme ça dans les clubs et dans les affaires. Comment décririez-vous les relations entre patineuses quand vous évoluiez ? Alors moi j'ai ressenti beaucoup dans les années 90, donc j'avais 9-10 ans, beaucoup de tensions. Il y avait un vrai climat assez lourd, ça passe par de l'intimidation dans les vestiaires, on nous fait bien comprendre quand on vient d'arriver, quand on est une petite jeune que voilà la star c'est l'autre et elle a décidé que c'était son banc et qu'il fallait absolument pas essayer de lui prendre sa place. Ok. Je me souviens d'une histoire où une patineuse s'était fait découper son costume à coups de ciseaux juste avant la compétition. Et d'ailleurs, les entraîneurs très rapidement nous faisaient comprendre qu'il fallait qu'on garde avec nous les costumes et les patins. Donc ne pas faire confiance à la concurrence dans les vestiaires. Oui. Donc on se trimballait avec notre matériel au cas où. Par contre, ça a changé au début des années 2000, en 2003 exactement, après le scandale de Salt Lake City, où il y a eu un problème de corruption de juges. Les règlements ont été revus par la Fédération internationale et mine de rien, ça a porté ses fruits. Donc on a demandé à avoir plus d'objectivité dans nos sports. Et quelques années après, le climat a totalement changé dans les vestiaires puisqu'on a compris que c'est beaucoup plus objectif et qu'on n'était pas obligé de se faire la guerre en fait en dehors de la piste de glace. Ce qui fait qu'il y a des amitiés qui sont nées. C'est très simple, c'est des gens avec qui, les concurrences, c'est des gens avec qui on partage la même vie, les mêmes problématiques, donc finalement on se comprend très bien. Et vraiment les relations entre patineurs et patineuses ont vraiment évolué avec ces changements de règlement. Et est-ce que les relations entre patineuses sont différentes des relations entre patineurs ou on retrouve la même chose ?
Dans les années 90, l'âge d'or du patinage, où justement l'histoire de Tonya et de Nancy a été extraite, c'était vraiment un carnage du côté des patineuses. J'ai jamais entendu j'avais même un peu de jalousie pour mes partenaires, de savoir que chez les garçons, en fait, il y avait une bonne ambiance, ça s'entendait bien, c'était plutôt décontracté, mais entre filles, c'était un repère de peste. C'était l'époque. C'était vraiment des comportements qui étaient acceptés et il fallait jouer ce jeu-là parce que la compétition, elle commençait dans le vestiaire. C'est plus le cas aujourd'hui ? Non, vraiment, j'ai pas du tout gardé ce souvenir-là. Ça a commencé, je dirais, en se rapprochant des années 2010, quand les nouveaux règlements ont pu faire changer l'état d'esprit en se disant non, la guerre, on se la fait pendant les 4 minutes de programme. On se les fait pas avant, après. Il y a eu vraiment la notion de respect qui est réapparue. Le respect du matériel, des concurrents, des règlements sportifs. Oui, il y a une ambiance qui est complètement différente. J'insiste sur le fait que c'est aussi lié aux entraîneurs qui... on a toujours envie de répéter finalement ce qu'on a appris, de l'apprendre par la suite à nos élèves. Mais les entraîneurs sont en constante remise en question et justement doivent, eux, être capables de couper ces boucles nocives pour essayer d'éduquer leurs élèves, que ce soit sur le plan de la performance sportive comme sur les comportements. Ça doit passer par eux. À un moment donné, il y a une prise de conscience qui est faite et on fait évoluer la société. Et la place des entraîneurs, est-ce qu'elle est envahissante? Parce qu'un entraîneur d'une équipe de foot, par exemple, s'occupe de 30 personnes, donc l'enjeu est divisé par 30. Un entraîneur dans les sports individuels s'occupe d'une personne, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il devienne une espèce de gourou? Dans les grands centres internationaux, c'est une équipe de coachs qui entraîne un maximum de couples, facilement une dizaine. Donc on a justement cette répartition et cette distance qui s'installe et on ne mise pas tout sur son poulain. Au contraire, on essaye de porter le patineur avec toutes ses qualités au plus haut de ses capacités. Nathalie Péchala, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Lompal, T. France Inter. Affaires sensibles. Nathalie Péchala, revenons sur l'histoire que nous avons racontée avec Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Quel est votre regard déjà sur Tonya Harding? Tonya Harding, encore une fois, j'avais 11 ans, donc moi j'avais un jugement très binaire. J'avais d'un côté le signe Nancy qui était la belle et talentueuse patineuse, et de l'autre côté, j'avais la pauvre Tonya Harding qui était vue comme un vilain petit canard, très athlétique, besogneuse. Donc forcément, on a tendance à soutenir Nancy, d'autant plus que c'est humain, on va forcément sur des personnes qui sont plus fragiles, des personnes qui sont attaquées. Donc elle avait toute mon empathie, j'imagine, comme la grande majorité des téléspectateurs. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que les juges, et comme Tonya Harding en a fait les frais, défavorisent les femmes moins féminines, moins bien habillées que les autres? En tout cas à l'époque. À l'époque, ça paraît clair. Revenons à aujourd'hui. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Le patinage artistique, comme son nom l'indique, c'est artistique. Évidemment, le costume, la musique, la grâce, tout entre en compte dans le jugement de la deuxième note, la note artistique. Mais il faut pas oublier qu'il y a des prouesses techniques qui sont absolument incroyables. On parlait du triple axel. Aujourd'hui, on en est au quadruple saut. Tout ne repose pas sur une sorte de beauté, un petit peu comme une mannequin ou comme une petite poupée. C'est pas du tout ça. C'est avoir une esthétique de par sa personnalité, sa gestuelle. C'est une cohérence qu'on va pouvoir amener sur la glace pour se sublimer et convaincre le jury. Donc il y a bien un mélange de sport et d'artistique. Le sport est comme la base, même si c'est artistique. Est-ce que c'est d'abord une activité sportive, physique? Le but du jeu du patinage artistique, c'est de faire oublier les difficultés, oublier toutes les heures de répétition sur des mouvements très techniques, très physiques, pour ne retenir que la grâce, que la chorégraphie.
Donc évidemment, ça compte. C'est une question de cohérence. Je le disais tout à l'heure, les beautés aujourd'hui, on s'en rend bien compte, elles sont diverses et variées. Il n'y a pas à entrer dans un seul moule. Par contre, évidemment, quand on a des quadruples à faire, c'est plus facile quand on a une petite brindille. C'est plus facile quand le centre de gravité est bas. Donc forcément, il y a des caractéristiques physiques qui permettent les prouesses techniques. En 2020, vous présentant à la présidence de la Fédération des sports de glace, et vous avez été élue présidente, vous déclariez « Je ne veux pas de sportifs de haut niveau détruits par leur sport, je ne veux pas de sportifs de haut niveau qui, par leur comportement, portent atteinte à l'intégrité de la fédération, je ne veux pas de coachs qui salissent la réputation d'autres entraîneurs, ça, plus jamais ». Quel programme. Alors est-ce que vous avez réussi à changer les choses? Oui, ça c'était la FFG entre mars 2020 et juin 2022, où la priorité ça a été d'apporter de la sérénité, d'apporter de la bientraitance, que ce soit des pratiquants ou des encadrants. Oui, le combat de l'éthique et contre les violences sexuelles, ça a été la priorité et on a mis énormément d'actions en place pour changer les mentalités, les comportements. J'aime à rappeler qu'une fédération sportive ne peut pas se substituer à la justice. Pour autant, on s'est porté partie civile dans les affaires de violences sexuelles. Donc oui, il y a eu des avancées extrêmement notables. J'aime bien aussi rappeler que l'éthique, c'est pas simplement la lutte contre les violences sexuelles. Déjà, il y a les violences morales, physiques. Il y a le phénomène d'emprise qui est le point de départ à toutes les formes de dérives que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde sportif. Et qu'on a dû énormément travailler sur les problèmes de gouvernance, tout ce qui est juridique, structurel, fonctionnel. Ça a été un travail titanesque. Et voilà. Depuis juin 2022, je suis plus présidente de la Fédération française des sports de glace, donc je n'en suis plus la garante. Pourquoi ? Parce qu'on vit en démocratie et que la majorité, 52% des présidents de clubs ont voulu soutenir la candidate de l'opposition. Et c'est un choix que je respecte, même si ça n'a pas été facile à accepter, parce qu'il y a un grand sentiment de gâchis avec toutes ces impulsions qu'on a réussi à donner, et de voir que ce travail collectif, il a été arrêté. C'est comme si on nous avait coupé les ailes en plein vol. Oui. Enfin, vous avez pu changer des choses quand même, et notamment l'aide aux amateurs, ça passe par quoi ? Par quelle politique ça passe pour que de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes puissent faire du patinage artistique? D'abord, est-ce que c'est un sport qui est cher pour les amateurs? C'est une question de référentiel. C'est peut-être un peu plus cher effectivement que de faire du football, parce qu'on a forcément une paire de patins. Oui, il faut un costume pour chaque programme. On a généralement 2 programmes. Pour autant, on est en France, et on oublie que le monde du sport est un monde associatif et qu'il y a énormément d'aides qui sont octroyées pour que des clubs puissent accueillir des pratiquants. Toute la pratique sportive, elle est facilitée par l'État et par ses organes déconcentrés. Non, c'était important pour moi de montrer que l'image des sports de glace a été renouvelée, s'inscrivait dans notre époque actuelle, avec les valeurs qui nous concernent tous, avec des enjeux sociétaux, pour pouvoir justement attirer les enfants, les adolescents, les adultes, les hommes comme les femmes, les filles comme les garçons, et que tous puissent trouver une façon de se faire plaisir sur la glace. C'est 12 disciplines. Ça inclut le patinage, bien sûr, mais aussi le curling et le bobsleigh, par exemple. Ouais. Bien, une dernière question, là, il nous reste quelques secondes. Le rapport entre le public et le patinage artistique, est-ce un bon rapport, ou est-ce qu'il faut regagner les cœurs, remplir les gradins, ou est-ce que de ce point de vue ça va? Il faut toujours aller chercher un nouveau public. On se rend compte avec les disciplines olympiques, ça bouge quand même du côté du Comité international olympique. Il faut répondre à la demande du public actuel. On a envie d'avoir des sports peut-être plus impressionnants, plus accessibles, plus faciles à comprendre les règlements. C'est très opaque le patinage artistique sur la réglementation. Voilà. Bien, Nathalie Peschala, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci à vous. Pour nous donner quelques éclairages sur votre sport, le patinage. Je dis bien le sport, hein? Bien sûr. Bon, bien patinage artistique, voilà. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire Tonya Harding, Nancy Kerrigan.